Donc moi je suis Flora Kazek, je suis un domaine de recherche rattaché à l'UMR qui s'appelle Éco-anthropologie, qui dépend du CNRS, du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Université Paris-Cité. Voilà, et mes thématiques de recherche sont autour des interactions entre les sociétés humaines et les milieux végétaux et comment il y a des influences réciproques entre du coup, les humains et les milieux végétaux. Donc aujourd'hui je vais présenter en deux parties. La première partie sera plutôt sur le contexte des zones humides et de leurs enjeux. Et ensuite, je présenterai du coup un projet de recherche qui a commencé l'année dernière, qui s'appelle le projet de recherche DIJO. Et voilà, c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Donc en contexte général, je voulais rappeler quand même quelques définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une zone humide? Donc les zones humides sont définies par la présence d'eau, qu'elles soient en surface ou dans le sol, et qu'elles soient présentes de façon permanente ou temporaire. Et elles sont définies également grâce à une flore qui est spécifique, avec des plantes qui sont hygrophiles, donc on vient d'eau. Et on retrouve donc une définition très précise des zones humides, dans le code de l'environnement notamment, où elles sont définies comme des terrains, soit exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau, qu'elles soient douces, salées ou saumâtres, de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Donc on retrouve bien l'association présence d'eau et présence de plantes, et il ne faut pas forcément qu'il y ait les deux associés, mais c'est l'une ou l'autre. Et le schéma que j'ai voulu ajouter montre un petit peu l'interaction que ces zones humides ont avec le climat d'une part qui va bien notamment grâce aux précipitations influencer l'hydrologie des zones humides, mais aussi la géomorphologie qui va permettre la perméabilité ou pas de ces zones humides et qui va influencer directement l'environnement physico-chimique de ces zones humides et les bioclaires, qui sont la végétation, la faune et les microbes qui vont aussi avoir des rétroactions directement sur les zones humides. Donc c'est vraiment des complexes diversifiés où il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans leur fonctionnement notamment. Du coup, en fonction de là où elles se trouvent, des climats, des contraintes géochimiques et des environnements géonaturels, on va avoir du coup une diversité de zones humides, qu'elles soient représentées sous forme de tourbières, de prairies inondées, de marais, de prés salés, de forêts alluviales ou encore de mangroves. Donc il existe en France toutes ces zones humides-là sont présentes en France et donc ont toute une particularité en termes de dynamique et de diversité. Elles ont toutes des fonctions qui sont très importantes et il y a une grande diversité de fonctions. Là j'en ai mis quelques-unes qui sont notamment présentes dans le guide de la méthode nationale d'évaluation des zones humides. Donc c'est assez précis et vous allez voir qu'il y a des termes qui ne sont pas toujours très compréhensibles. Mais le schéma permet un petit peu peut-être pas très lisible, mais qui permet un peu de mieux comprendre comment fonctionnent un peu ces zones humides et ça vraiment de tampon entre les milieux terrestres et les milieux aquatiques. Et donc elles vont avoir des fonctions hydrologiques, aussi bien pour l'atténuation des crues, pour le ralentissement des ruissellements, elles ont des fonctions lors de la recharge des nappes phréatiques, elles permettent de retenir les sédiments et elles ont une fonction très importante, notamment au soutien au débit d'étiage. Voilà, donc ça c'est plutôt sur les fonctions hydrologiques. Elles ont également des fonctions biogéochimiques, où la présence des plantes, notamment des microbes, vont permettre des actions de dénitrification. Elles vont permettre également l'assimilation végétale de l'azote, de l'absorption des précipitations du phosphore, et aussi par rapport aux orthophosphates. Donc il y a aussi une composante biogéochimique très importante dans le fonctionnement des zones humides et leur rôle qu'elles opèrent au sein des écosystèmes. Et puis, elles ont une fonction d'accomplissement du cycle biologique pour l'accomplissement du cycle biologique des espèces, puisqu'elles sont des habitats, elles offrent des habitats importants pour de nombreuses espèces, et aussi elles assurent une connexion entre ces différents habitats. Quelques chiffres clés, notamment en termes d'espèces, il y a 50% des oiseaux et 30% des espèces végétales qui sont remarquables et menacées qui dépendent des milieux humides. Donc c'est des milieux qui sont très importants pour ces espèces-là, que ce soit animales ou végétales. Et en plus de ça, les zones humides ont également un rôle social, culturel, patrimonial et esthétique. Donc là, vous avez mis des photos de grandes zones humides connues, patrimoniales, avec un aspect culturel, économique, touristique, de loisirs bien connus en France, qui sont donc le Mont Saint-Michel,
la Camargue et le Marais Poitevin, qui sont toutes associées donc, à des grands sites touristiques, notamment ça, c'est ce qu'on peut appeler des zones humides remarquables. Mais toutes ces zones humides sont des milieux menacés, que ce soit à l'échelle mondiale, où on estime qu'entre le 18e et le 20e siècle, il y a environ 87% des zones humides qui ont disparu. Et il faut savoir que la perte de zones humides est 3 fois plus rapide que la perte des milieux forestiers. Donc, quand on entend parler de la déforestation massive, en fait, on ne se rend pas compte que, en fait, il y a la disparition des zones humides qui est 3 fois plus rapide que la déforestation actuellement. Et en France, on estime qu'entre les années 1960 et 1990, c'est la moitié des zones humides qui a disparu. Ces disparitions, elles sont surtout liées aux activités humaines. Entre autres, les principales menaces sont l'artificialisation des sols, notamment dans les contextes d'urbanisation, l'intensification de l'agriculture, avec notamment des opérations de drainage et d'assèchement des sols qui sont associées, l'introduction ou en tout cas la diffusion d'espèces invasives et envahissantes, l'aménagement des cours d'eau, la déprise agricole, et remplaçant par des plantations de peupliers ou de résineux, et également les prélèvements excessifs dans les cours d'eau. Donc face à ces menaces, il y a des cadres légaux et de protection qui vont émerger. Donc, à l'échelle internationale, ça a commencé donc, grâce au traité de Ramsar, qui date de 1971, qui définit des orientations internationales pour protéger les zones humides et qui valorise donc, les fonctions écologiques et aussi sociales et culturelles donc, de ces zones humides, et qui propose une labellisation des sites sur des critères en fonction des types de zones humides, de la biodiversité ou des communautés écologiques présentes, notamment sur les oiseaux et les poissons. Et en France, il y a une 50aine de sites qui sont labellisés, et donc les 3 que je vous ai montrés, le Marais Poitevin, la Camargue et le Mont-Saint-Michel, sont des sites Ramsar, avec le label Ramsar. Et en France, donc, en gros, c'est une évolution progressive, mais depuis 1992, il y a une prise en compte des zones humides dans les politiques de conservation. Et il existe donc un plan national d'action qui définit des objectifs régulièrement. Et donc là, on est au 4e plan national d'action concernant les zones humides, qui a commencé donc en 2022, avec des objectifs précis qui sont de doubler la superficie des milieux humides sous protection forte, de préserver des zones humides en acquérant donc, des terres, d'accélérer l'extension du réseau Ramsar, donc la labellisation de ces sites avec de l'ordre de 2 sites par an, avec ce label Ramsar, de restaurer des zones humides, de développer des pratiques économiques et de loisirs qui préservent les milieux humides, et de cartographier l'ensemble des zones humides françaises. Donc on peut voir que donc ça, ce plan d'action, il date de 2022, et en fait, donc je ne sais pas où ils en sont quant à la cartographie, mais il faut se rendre compte qu'en fait, on ne savait pas, à l'heure actuelle, on ne savait toujours pas où était l'ensemble des zones humides en France. On reviendra un petit peu sur la difficulté de les cartographier. Voilà, donc c'est quand même tout l'enjeu de savoir où elles sont pour pouvoir les préserver. Donc on voit bien que la préservation passe par la protection, par acquérir du foncier, et moi je voulais m'attarder un petit peu sur cet aspect, sur développer des pratiques économiques et de loisirs. Cela sous-entend qu'on sait, on connaît les impacts qu'ont toutes les pratiques sur les milieux humides. Et en fait, ça c'est pas encore le cas, donc on a besoin d'études, c'est pour ça que nous on a monté ce projet de recherche, pour mieux comprendre quels sont les effets de certaines pratiques sur les milieux humides. Maintenant, si on essaie de resituer les prairies humides parmi les zones humides, et ici je vais resituer un petit peu le contexte dans le Limousin, où en fait il y a 18 types de zones humides qui sont répertoriés. Donc, alors, il y a plein de typologies différentes qui se recouvrent plus ou moins. Donc là, je me base sur un guide d'identification qui a été réalisé par la DIREN et le Conservatoire botanique national du Massif central en 2009. Et donc la liste des 18 types de zones humides, on recense 5 zones humides de type prairie, où là la végétation est dominée par des herbacées. Donc ce sont des pré-tourbeux, des pelouses paratourbeuses méso-hygrophiles, des prairies humides temporairement inondables, des prairies méso-hygrophiles et des prairies de fauche hygrophiles. Donc c'est des mots bien compliqués. Quand on regarde les photos à quoi ça ressemble, ça se ressemble quand même beaucoup. Et en fait, pour les différencier, il va falloir aller regarder précisément
en termes de dynamique hydrique et de présence de certaines espèces. C'est ça qui va permettre de les distinguer. Les enjeux qui sont spécifiques à ces pâturages humides, à ces prairies humides, donc elles sont au cœur de problématiques qui sont très actuelles, qui sont la conciliation de l'agriculture et de l'environnement. On l'a vu, donc les zones humides sont le support d'habitat pour de nombreuses espèces, qu'elles soient animales et végétales. Donc pour certaines espèces, donc la biodiversité abritée peut faire l'objet de mesures de protection. Mais d'un point de vue agricole, ces prairies, ces pâturages permettent la production de fourrage et sont des ressources notamment intéressantes parce qu'elles sont disponibles pendant la sécheresse. Ce sont des événements de plus en plus courants. Et puis, comme on l'a vu, ces prairies humides sont au cœur aussi du fonctionnement du bassin versant, avec des rôles dans la régulation des crues et des fonctions épuratoires, de dépollution et de rétention des sédiments notamment. Donc il y a des gros enjeux autour de ces prairies humides qui sont rarement finalement des prairies remarquables où les biodiversités sont les espèces les plus rares. C'est un petit peu les zones humides communes qu'on voit tous. Et nous on a voulu s'intéresser donc au sein de ces pâturages humides à une plante qui est le jonc diffus. Elle est présente ici sur la photo et j'ai fait un petit zoom sur un jonc diffus qui est au cœur de cette problématique-là. Puisque le jonc diffus, il n'est pas rare du tout. C'est une espèce qui est indicatrice de la présence de sols hydromorphes, donc notamment dans des sols où il y a des fortes variations du niveau d'eau, et indicatrice aussi de milieux perturbés où il existe des tassements et du surpâturage. Cette plante, quand on le voit un petit peu dans le contexte conciliation agriculture-environnement, d'un point de vue agricole et agronomique, elle n'est pas très intéressante car elle est peu appétante pour le bétail. Les moutons, les brebis veulent bien la manger quand ils sont encore assez tendres, mais les bovins, c'est un petit peu compliqué de les faire manger, il faut vraiment y aller au bon moment. Ils acceptent de pâturer cette plante. Et en fait, comme elle est présente dans les milieux humides, ça apporte aussi pas mal de contraintes dans la gestion de cette plante, notamment pour la mécanisation, si jamais on veut broyer ou faucher cette plante pour diminuer sa densité. Comme le sol est peu portant, les engins agricoles peuvent avoir tendance à s'enfoncer, à tasser d'autant plus le sol, etc. On voit un petit peu la rétroaction. Du coup, si le sol est plus tassé, le jonc peut plus vite proliférer. Donc cette problématique est vraiment au cœur de la présence de jonc diffus dans les prairies humides, dans les pâturages humides, est issue en fait de questionnements qui sont issus directement des agriculteurs et des agricultrices qui étaient donc organisés au sein du réseau Zone Humide en Limousin et qui ont commencé à s'interroger sur pourquoi est-ce qu'il y avait du jonc dans certains contextes et quels étaient les facteurs qui allaient permettre sa prolifération dans certaines parcelles. Et donc ces questionnements ont été remontés auprès du Conservatoire d'espaces naturels, qui est animateur du réseau Zone Humide. Et le Conservatoire d'espaces naturels a mené une étude préliminaire en 2016 pour essayer de comprendre quelles étaient les pratiques qui pouvaient favoriser la présence de jonc diffus dans certaines parcelles. Donc cette étude préliminaire a conclu à l'influence de certains facteurs, notamment l'amendement l'enrichissement du sol des parcelles et le tassement du sol qui pouvait privilégier la présence du jonc, mais aussi, surtout, a besoin d'avoir plus de données et notamment de prendre en compte des facteurs hydrologiques, mieux comprendre comment le fonctionnement hydrologique des parcelles des prairies humides. Et donc moi je suis intervenue grâce à une sortie organisée par le Conservatoire d'espaces naturels en discutant avec Amandine, qui est dans la salle, ouais. Et on commence un peu à discuter de mes projets de recherche, des thématiques, des questionnements que le CEN aimerait bien développer, et donc on décide de lancer ce projet, le projet de Dijon, pour étudier la diversité des modes de gestion des pâturages dans les zones humides et les effets des pratiques sur la prolifération du jonc diffus. On va donc se poser la question de savoir quelles sont les conditions écologiques qui favorisent la prolifération du jonc diffus et surtout pourquoi et pour qui le jonc pose-t-il problème. Pour répondre à ces questions, on a rassemblé plusieurs partenaires, donc moi qui appartiens donc à l'UMR Éco-Anthropologie, les collègues de l'UMR Géolab, situé à Limoges et à Clermont-Ferrand,
Et puis, du coup, les partenaires du Conservatoire d'espaces naturels et du syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne. Et ce projet a pu être financé grâce au soutien du Muséum national d'histoire naturelle et de la Fondation PNJ. Ce projet, qui a commencé en 2024, se développe en 3 volets complémentaires. Un volet écologique qui va s'intéresser aux espèces végétales présentes et à la teneur en eau du sol, pour faire un suivi pendant 1 an. Un volet ethno-historique qui va nous permettre de mieux comprendre la diversité des pratiques qui sont effectuées donc, sur les prairies humides et l'évolution des savoirs liés à la gestion de ces prairies. Et également un volet qui va s'intéresser aux enjeux politiques, et notamment pour mieux comprendre la diversité des acteurs et des actrices et leur interdépendance, pour révéler des convergences et des disparités entre ces différents acteurs. Voilà, donc tout cela, ça rassemble pas mal de personnes, et aussi, bien sûr, les agriculteurs et les agricultrices de Haute-Vienne et des associations qui sont vraiment au cœur de ce dispositif et qui nous permettent de collecter des données. Notre zone d'étude se situe donc dans le bassin versant et notamment sur la portion de Vienne médiane. Donc le choix de cette localisation est lié déjà à l'existence du réseau zone humide, à l'existence d'adhérents dans ce bassin, à un aspect topographique comme c'est quand même une étude qui reste un peu préliminaire donc, et exploratoire, d'avoir une topographie relativement simple. Bon, on se comprend. En tout cas homogène, on va dire, sur l'ensemble du bassin de Vienne médiane. Et aussi parce qu'il y a des enjeux, qui sont très liés aux aspects de pratiques agricoles, notamment avec un risque pesticide qui a fortement augmenté entre 2015 et 2019. Et donc, là, du coup, l'enjeu de concilier agriculture et environnement est d'autant plus... Donc maintenant, je vais vous présenter l'approche du volet ethno-historique qui a pu être développée l'année dernière grâce à Solène Briot, qui a effectué son stage de Master 2 avec nous entre mars et août 2024. Les questions directrices de son stage étaient de savoir de quelle manière les pratiques individuelles et collectives et les récits envers les parcelles ou envers leur cheptel construisent les relations associées. Et quelles sont les influences des acteurs et des actrices institutionnelles et professionnelles sur les perceptions et les pratiques dans les zones humides. Pour cela, Solène est allée rencontrer donc, des agriculteurs et des agricultrices et des associations. Elle a effectué des entretiens avec ces personnes. Elle a réalisé des observations ponctuelles et en immersion dans différentes fermes. Et elle a assisté à des réunions au sein d'associations, à des assemblées générales et à des conseils scientifiques. Et maintenant, je vais vous présenter les principaux résultats qu'elle a obtenus lors de son étude. Elle a déjà pu montrer dans une première partie l'évolution des représentations qui sont liées aux zones humides, qui sont directement liées en fait aussi à l'évolution de l'agriculture en parallèle. C'est pour ça que vous avez vu un petit peu les 2 choses en parallèle. Ce qu'on constate donc dans le Limousin, dès le XVIIe siècle, l'élevage est une activité très importante, économique, notamment avec la production de bœuf gras, qui est donc une des particularités où la vache, les animaux sont engraissés et restent auprès toute leur vie, et sont engraissés à l'herbe, et la production de bœuf gras permet à ces bêtes de transiter jusqu'à Paris, et donc d'alimenter les marchés de viande de Paris. À cette époque, les zones humides sont plutôt vues comme des lieux de refuge qui sont riches en croyances et en pratiques considérées comme fantastiques. Et leur perception va changer à partir du milieu du XIXe siècle à peu près, notamment lié à l'intensification agricole. Là, le modèle de la production de bœuf gras va diminuer pour passer à plutôt un modèle de vache allaitante, avec notamment la mise en parallèle de la culture céréalière pour engraisser les animaux. Et où là, du coup, les zones humides vont être des terres à conquérir et on va donc retrouver des stratégies de colonisation de ces terres avec une désappropriation des personnes où c'était des terres communes, où là, du coup, il y a un enjeu de propriété de ces terres avec des opérations d'assèchement puis de drainage avec des techniques mises en place, qui vont permettre de rendre ces terres productives pour essayer de faire des céréales notamment ou des prairies.
Et au XXe siècle, on va encore assister à un changement de paradigme. Donc au départ, il va y avoir la politique agricole commune qui va mettre en place vraiment des subventions à la production. Donc c'est vraiment, on va rémunérer les agriculteurs en fonction de leur production. Donc il va falloir produire toujours plus pour gagner toujours plus. Et en parallèle, on va commencer à avoir notamment avec le traité de Ramsar, on va commencer à s'intéresser à la préservation des milieux et on va mettre en valeur l'importance de ces zones humides. Et donc là, ils vont devenir des milieux à préserver. En parallèle, du coup, la politique agricole commune va commencer à mettre en place l'éco-conditionnalité, où là, les agriculteurs ne vont plus être subventionnés seulement pour leur production, mais également sur leurs bonnes pratiques écologiques. Et ce n'est qu'en 2014 qu'il y a une mesure agro-environnementale et climatique, les MAEC, qui est spécifique aux zones humides. Et donc là, on a vraiment un changement de paradigme. Donc les zones humides sont passées de biorefuges un peu dévalorisés d'un point de vue agricole, mais assez riches d'un point de vue social et culturel, comme des terres à conquérir, puis maintenant des milieux à préserver. Donc c'est vraiment une évolution finalement assez récente par rapport à ces milieux. Et tout cela va mobiliser des savoirs qui eux aussi vont beaucoup être modifiés avec toutes ces dynamiques. Et donc des savoirs qui vont être à l'épreuve d'une part des pratiques agronomiques et des dynamiques de conservation. Donc là on va retrouver la tension qui existe entre ces deux pôles. En sachant que dans le contexte général, il y a toujours les dynamiques environnementales, politiques, sociales et économiques qui vont influencer. Je ne vais pas à chaque fois repréciser un petit peu ces contextes-là, mais il faut avoir en tête que c'est toujours guidé par ces facteurs-là qui sous-tendent un petit peu le contexte général. Ce que Solène a pu montrer donc, dans son stage, dans son étude, c'est que les agriculteurs et les agricultrices qu'elle a rencontrés poursuivent donc des objectifs individuels, et notamment un qui est l'optimisation de la ressource en herbe. Les particularités donc, de l'élevage en Limousin fait que l'herbe est vraiment la ressource principale pour l'élevage. Il faut avoir de la bonne herbe. La bonne herbe, c'est une herbe qui est riche en nutriments et qui est présente en quantité suffisante. Toutes les stratégies de la ferme va s'orienter pour essayer d'avoir une gestion de la temporalité dans la disponibilité de cette herbe. Et on va voir que dans cette stratégie de gestion, les prairies humides ont une place vraiment particulière, puisque ce sont des espaces qui sont spécifiques, elles ont des perceptions et des pratiques particulières par rapport au reste de l'exploitation. Par exemple, pour vous illustrer un petit peu les perceptions particulières, j'ai mis une citation donc, de Frédéric, qui est éleveur de vaches limousines, qui nous dit « Pendant ces périodes sèches, on est très content d'avoir ces zones humides parce que les prairies restent vertes. On a encore de l'herbe. Les animaux trouvent à manger. Alors que si on prend les autres champs, dès le mois de juin-juillet, ils sont abîmés, séchés, il n'y a plus rien en herbe. » Donc on voit bien l'intérêt des zones humides, d'avoir des zones humides au centre de la ferme, c'est d'avoir des prairies qui restent humides plus longtemps et une présence, une disponibilité de l'herbe, de la bonne herbe pendant des périodes de sécheresse. Elles sont associées également à des pratiques particulières qui peuvent être illustrées par les propos de Paul, qui lui aussi est éleveur de vaches limousines, et qui nous a dit, à condition de faire tourner, de faire un pâturage tournant pour toujours avoir de la bonne herbe, même en zone humide. Donc, la gestion de la bonne herbe se fait grâce à des pratiques spécifiques avec le pâturage tournant, qui permet de délimiter des zones dans les parcelles où les animaux vont être contraints dans ces petites zones et de les faire tourner au sein des différentes parcelles pour limiter le surpâturage de certaines zones et, par exemple, les forcer à manger ce qu'elles aiment le moins en les contraignant dans ces zones. Pour les zones humides, elles aussi rentrent dans ces logiques de pâturage tournant et on adapte du coup les pratiques du pâturage tournant aux zones humides en observant, les agriculteurs et les agricultrices le font en observant les comportements des animaux et en adaptant les pratiques à ces zones. Par exemple, il y a Paul, éleveur de la vache limousine, qui nous dit « Au début, elles ne sont pas contentes.
elle nous regarde, après ça fait évoluer la flore. Bon, il y a toujours des joncs, les joncs elles le consomment très peu, ou alors vraiment quand il est jeune, mais le fait de pâturer ça, ça fait vraiment évoluer la flore. Du lotier qui arrive, plus d'herbe qui est là. Donc on voit qu'il y a aussi une habituation des animaux à cet espace et à certaines plantes, donc à s'habituer à manger du jonc qui n'est pas très appétant, mais qui permet ensuite, le pâturage du jonc va permettre ensuite une diversification de la flore qui va ensuite rendre cette zone plus appétante. Donc il y a vraiment des stratégies qui sont mises en place pour optimiser, favoriser la bonne herbe et des pratiques qui sont vraiment spécifiques aux prairies humides. Un autre exemple d'objectif individuel, c'est l'aménagement des cours d'eau. Donc les agriculteurs et les agricultrices sont amenés à aménager les cours d'eau pour plusieurs raisons. L'eau étant une ressource accessible, c'est toujours bien pour eux d'avoir et pour elles d'avoir un point d'eau accessible pour leurs animaux. Donc ça facilite grandement le travail de ne pas avoir à apporter de l'eau sur les parcelles, mais il peut y avoir certains problèmes lorsque les abords du cours d'eau, les rives sont piétinés, où là, du coup, l'eau peut être souillée par les excréments et une augmentation de dégradation des rives des cours d'eau liée au piétinement des animaux. Du coup, il y a des pratiques qui se mettent en place pour la mise en défense des cours d'eau et l'aménagement à certains passages, soit de passages alliés pour que les animaux puissent franchir le cours d'eau sans abîmer les berges, soit de descentes aménagées qui permettent aux animaux d'aller s'abreuver sans abîmer les berges. Donc là, on voit que ce sont des dispositifs qui permettent de contrôler les animaux et de contrôler la ressource. Donc il y a vraiment un objectif de contrôle de la production et de la ressource. Mais ces dispositifs sont hybrides car en fait, ces aménagements permettent également d'avoir une cohabitation durable avec la faune et la flore présentes sur les berges. Et donc il s'agit de maintenir et un approvisionnement en eau pour les animaux pour pouvoir avoir donc, une production de viande, notamment dans le contexte de qualité, mais également un contexte de berges de cours d'eau qui sont préservés et qui sont en bon état pour avoir une cohabitation du coup avec la faune et la flore. Ensuite, ce que cela a pu mettre en évidence, c'est que donc, il existe aussi une tension entre les savoirs agricoles et les savoirs experts, notamment au cours d'échanges et de sensibilisation par des associations pour la conservation de la biodiversité ou des associations naturalistes. Et cette confrontation, ces échanges entre savoir agricole et savoir expert, par exemple, sont décrits par Lisa, qui est éleveuse de brebis, d'ânes et de chevaux, qui nous dit des fois on combat des plantes alors qu'en fait elles ont un rôle. Et en général, par exemple, les zones où il y a beaucoup de charbon, en fait le charbon fait un travail, c'est une étape transitoire. Si on le laisse, on ne fait rien. Après tu as autre chose qui vient derrière, et ce que j'ai compris, c'est que chaque plante permet au sol de jouer son rôle. Et donc Lisa, elle s'est rendue compte que le charbon était présent dans une phase transitoire de l'évolution de sa prairie, grâce à des échanges, notamment avec une personne du conservatoire d'espace naturel, avec qui elle échangeait sur le charbon, ses prairies, les pratiques, etc. Voilà. Donc les personnes ont leur savoir empirique et d'expérience de terrain, qui vont évoluer, qui vont confronter en échangeant avec d'autres personnes de d'autres réseaux, notamment associatifs, et qui va permettre de construire de nouveaux savoirs. Ces dynamiques-là, c'est une dynamique de co-construction de savoir. Il ne s'agit pas de mélanger les savoirs ou de faire une priorisation ou une hiérarchisation des savoirs, c'est bien en fait en comprenant le milieu dans lequel évoluent les interlocuteurs d'un côté et ceux qui sont de l'autre côté, entre savoir agricole et savoir expert. Il faut avoir une compréhension mutuelle donc, de l'environnement et des concepts utilisés qui va permettre en fait de construire des savoirs hybrides. Et un bon exemple, c'est la publication récente du Conservatoire botanique national du Massif central en collaboration avec l'ADAPA et Geyser, qui a permis la publication de ce livret qui est sur les prairies et pâturages en Limousin, à la croisée des savoirs d'éleveurs et d'éleveuses et de botanistes. Et donc ça, dans cet ouvrage, on retrouve justement comment les savoirs des éleveurs et des éleveuses et des botanistes se croisent, se retrouvent et en fait se nourrissent les uns des autres.
Ces savoirs, ils sont aussi diffusés grâce à des échanges horizontaux, grâce à des réseaux associatifs, notamment, là, je vais citer l'ADAPA, qui est l'Association pour le développement d'une agriculture plus autonome. Donc, c'est une association dont le conseil d'administration est géré par des agriculteurs eux-mêmes et qui propose des visites de fermes pour faire du partage d'expérience et qui peut être amené à commanditer des études justement pour améliorer certaines pratiques ou avoir justement faire du conseil auprès d'autres agriculteurs. Donc ces échanges horizontaux permettent vraiment une circulation des savoirs, où là ça va être difficile de savoir si c'est du savoir agricole ou du savoir expert. C'est des savoirs hybrides en tout cas, qui se construisent, qui se nourrissent et qui se développent et qui sont toujours dynamiques. Ça c'est important à savoir, il n'y a pas grand-chose qui est figé. Et ce que Solène a pu montrer aussi dans son étude, c'est que les agriculteurs et les agricultrices sont tout le temps en train de jongler avec les opportunités. Avec l'exemple des mesures agri-environnementales et climatiques spécifiques aux zones humides, ces mesures, on peut y souscrire si on répond à certains critères, qui sont il faut que les prairies soient des prairies permanentes, donc elles ne sont pas labourées, elles ne sont pas retournées, elles ne sont pas semées. Qu'il existe un plan de gestion spécifique à ces prairies, et ce plan de gestion découle d'un diagnostic individuel d'exploitation qui est proposé par ceux qui contractualisent donc les MAE. Il faut participer à une formation, il ne faut pas apporter d'intrants sur les parcelles, et il ne faut pas qu'il y ait de pâturage entre le 15 décembre et le 15 mars. Ces critères-là, ces conditions d'éligibilité pour pouvoir prétendre à cette mesure agro-environnementale et climatique, en fait, c'est des pratiques que beaucoup de gens, beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'éleveurs et d'éleveuses font déjà. Du coup, ils voient dans cette opportunité un moyen de te rémunérer sans modifier leurs pratiques. C'est des pratiques qu'ils avaient déjà, donc finalement ça ne change pas grand-chose et en plus ça leur permet d'avoir un peu d'argent. Mais sous cet aspect-là, on voit un petit peu le concept d'accaparement vert qui a été développé par Ferrer-Denlich, où finalement c'est la rentabilité économique qui est mise en avant plutôt que la préservation de la biodiversité. Donc c'est toujours le principe de rémunérer, de trouver un intérêt économique à la protection de la biodiversité. Et donc c'est ce que nous dit Patrick de vache et l'usine, qui nous dit par contre c'est pas cumulable avec le bio. On peut retirer ces parcelles-là, les parcelles restent en bio officieusement, disons, mais par contre on ne touche plus les aides PAC de bio là-dessus et on touche la MAE plus avantageuse. Donc là, l'opportunité, ça va être de choisir est-ce que sur ces parcelles-là, on les déclare en bio ou est-ce qu'on les déclare en MAE, et ça va dépendre du montant qu'on va pouvoir recevoir en fonction de si on les déclare en MAE ou si on les déclare en bio. Donc ce jonglage entre opportunités qui va toujours être opéré par les éleveurs et les éleveuses, et au final, ce qui va compter, c'est souvent la rentabilité économique. Jongler avec des opportunités, ça demande pas mal d'adaptation et de résilience. Puisqu'il faut faire face à des conditions spécifiques de la ferme. Donc chaque agriculteur, chaque agricultrice va jongler avec des opportunités en fonction de ce contexte local et qui va nécessiter une observation minutieuse des écosystèmes et d'étudier les relations de proximité qu'il existe entre les agriculteurs, les agricultrices, leurs animaux et les prairies. Donc c'est vraiment ce système-là qui va communiquer et rentre en relation. Et c'est ce qui a permis à Solène de mettre en valeur en fait, le concept de non-scalabilité, ce qui veut dire, c'est un grand mot qui a été notamment développé par Anna Tsing, pour dire qu'en fait certaines pratiques ou systèmes ne sont pas conçus pour être étendus. Ils sont tellement particuliers à une petite échelle, que si jamais on les développe à une grande échelle, ils vont perdre leur caractère distinctif et ils ne peuvent pas être reproduits dans un contexte sans subir des transformations profondes et donc du coup perdre leur spécificité. En conclusion, par rapport au volet ethno-historique, on a pu montrer qu'il y a toujours une adaptation constante des agriculteurs et des agricultrices qui permettent d'optimiser leur production, et puisqu'ils font face à des incertitudes environnementales, que leur et les pratiques adaptées et adaptables, toujours à un contexte local. On a pu mettre en évidence les réseaux de confrontation et de co-construction de savoir, et qui sont toujours, elles sont toujours en prise à des opportunités et des contraintes, où l'enjeu économique des pratiques de conservation de la biodiversité sont souvent très importants.
Il faut souligner que notre enquête s'est déroulée dans un contexte assez particulier, puisqu'en collaborant avec le Conservatoire d'espaces naturels et le syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne, qui est en charge de contractualiser les MAE, on a bien conscience qu'on n'a pas un échantillon représentatif de l'ensemble des pratiques sur le bassin de la Vienne médiane, et qu'on est très dépendant du coup de l'aspect sensibilité un peu à la biodiversité, donc qui nous a quand même permis d'avoir des résultats intéressants sur, même si c'est des personnes qui sont sensibles à la conservation de la biodiversité, l'enjeu économique est quand même très faible. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu les perspectives pour 2025, pour le projet de DILO qui se poursuit cette année, avec le développement du volet écologique. Là, on va s'intéresser à l'étude des espèces présentes et à l'évolution de la teneur en eau du sol. Pour cela, on va utiliser des protocoles LIGERO, qui sont des protocoles standardisés pour le suivi des milieux humides. Donc, normalement, ces protocoles sont développés pour faire un suivi temporel des milieux humides et voir leur évolution au cours du temps, notamment suite à la restauration de certains milieux. Mais nous, on va utiliser donc, ces protocoles-là, notamment une partie de ces protocoles, notamment pour étudier, on va essayer de mettre en place les aspects sur la pédologie, pour étudier un petit peu le niveau d'humidité du sol. On va étudier la flore pour déterminer l'indice floristique d'engorgement, donc présence d'eau dans le sol et de la fertilité du sol. Et on a mis en place des piézomètres, donc des sondes dans le sol, pour suivre la dynamique hydrologique de la nappe. Pour le volet écologique, donc on va s'intéresser aux espèces végétales présentes. Pour cela, on va sélectionner des parcelles en fonction de leur position dans le bassin versant. On va s'intéresser à des parcelles où il existe une grande diversité de densité de joncs. On va prendre des parcelles où il y a beaucoup de joncs diffus et d'autres parcelles où il y a moins de joncs diffus, pour avoir un petit peu tout le panel des situations possibles. Et puis on va aussi s'intéresser à la diversité des pratiques, donc à savoir quelles sont les espèces animales présentes qui pâturent. Est-ce qu'il y a du broyage, est-ce qu'il y a de la fauche, etc. On va recenser la végétation dans des quadras de 1 mètre sur 1 mètre. Et ensuite, on va faire une analyse phytosociologique pour étudier l'association des espèces présentes dans cette région. La dynamique hydrologique va être suivie grâce à des piézomètres. Donc pour cela, on a déjà sélectionné des parcelles et on a 10 piézomètres qui sont en place, qui ont été mis en place sur les parcelles que vous voyez sur la carte. La localisation a été choisie sur des parcelles qui sont en tête de bassin, donc c'est vraiment près des sources, où c'est des parcelles où il y a il y a des diversités de densité de joncs, donc des parcelles où il y a beaucoup de joncs, des parcelles où il y a moins de joncs diffus, et où on a dû fixer certains paramètres pour pouvoir faire des analyses statistiques derrière. Donc on s'est concentré sur certaines pratiques, donc là c'est que des parcelles où c'est du pâturage par des bovins. Elles sont toutes contractualisées au sein de MAE et il y a toujours soit de la fauche, soit du broyage sur ces parcelles. Donc on a pu installer 10 petites sondes. Donc vous voyez, les sondes ça ressemble aux petits tubes noirs, ça fait une quinzaine de centimètres à peu près, qu'on enfonce dans un tube en PVC. Donc il faut un petit peu de matériel pour installer tout ça. Et donc on installe la sonde qui a à peu près 60 cm, 60 cm dans le sol. Et la sonde va mesurer en fait la pression en eau au-dessus d'elle. Et on a aussi un baromètre qui va nous permettre de corriger du coup la pression par la pression atmosphérique. Et c'est la courbe qu'on voit, on obtient, je vous ai mis un exemple de courbe qu'on obtient. La courbe bleue montre l'évolution du niveau d'eau dans le tube. Et donc là, entre début novembre et fin novembre, en gros, il y a entre 20 cm et 30 cm avec une coupe à 36 cm dans le tube qu'on a mis en place. Et donc ça, ce suivi, donc on va régulièrement relever ces sondes et comme ça, on va avoir le niveau d'eau, l'évolution du niveau d'eau dans ces parcelles. Donc, ces facteurs-là, ça va être l'objectif du stage de Chloé Bonneau, qui a commencé aujourd'hui, où elle va pouvoir se poser la question, savoir quels sont les facteurs environnementaux et les pratiques qui favorisent la présence du jonc diffus, grâce à différentes méthodes. Donc, elle va faire les relevés de végétation, les relevés des piézomètres, et elle va faire le suivi des pratiques agricoles sur les parcelles, grâce aux entretiens avec les agriculteurs et les agricultrices. Et avec tout ça, elle va faire des analyses pour essayer de voir si on peut dégager des facteurs. Vous avez parlé d'un troisième volet dans ce projet qui concerne les enjeux politiques.
pour identifier la diversité des acteurs et leur interdépendance. En fait, ce troisième volet, il se nourrit des deux volets précédents, le volet ethno-historique et le volet écologique, qui nous ont permis d'identifier les acteurs, que ce soit les associations ou les institutions, de caractériser les relations entre ces acteurs et leur positionnement respectif. Et la complémentarité de ces trois volets, finalement, n'a pas vocation à trouver une solution unique à la problématique du jonc diffus. Par contre, on espère que ça va reformuler la problématique. Sachant que nous, c'était de savoir pourquoi et pour qui le jonc diffus pose problème, on espère, dans la suite, que les résultats préliminaires de ces trois volets vont nous permettre ensuite de reposer une nouvelle question. C'est souvent ça qu'on fait en recherche, en fait, on n'apporte pas de réponse, mais on repose une question derrière pour voir, pour développer éventuellement un futur projet. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie encore Lolette de m'avoir invité pour intervenir ce soir. Je remercie donc, également les partenaires de ce projet et les agriculteurs et les agricultrices sans qui ce travail ne serait pas possible. Voilà, et donc si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Si vous avez des questions. Oui. Alors moi j'avais une question qui est un peu la marche, puis après j'en ai une autre qui est un peu plus recentrée. La première c'est, enfin, moi j'avais la notion en fait que l'assèchement des zones humides ça avait permis aussi de réduire et d'éradiquer le paludisme en France. Oui. Et donc là, avec les MAEC et donc la conservation des zones humides et la volonté d'augmenter en fait la surface de zones humides, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir, sachant que le vecteur du palu est revenu en France aussi, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des palus autochtones et est-ce que du coup dans ces mesures il y a des mesures de contrôle du paludisme ou enfin ça c'est compliqué. Et c'est une très bonne question parce qu'en fait c'est vrai que je ne l'ai pas montré dans les enjeux des zones humides, mais elles sont aussi au cœur des problématiques de santé. Santé animale, parce que c'est des zones qui sont aussi très mal vues parfois par des agriculteurs et des agricultrices, parce que c'est des zones où il y a du parasitisme, notamment la boue du foie, etc. Et c'est des enjeux où, donc là vous dites très bien, avec des vecteurs de maladies pour la santé humaine. C'est toute la question. Il y a eu ça va avec l'intensification agricole et les mesures hygiénistes. On voulait réduire les maladies, donc du coup assainir ces milieux qui étaient vus comme malsains, etc. Maintenant on sait qu'en fait c'est lié à certaines pratiques, et notamment pour le parasitisme des animaux, et on sait que c'est seulement à certaines périodes, à certains moments qu'il peut y avoir des risques. Donc c'est sûr que augmenter les zones humides, la présence de zones humides et augmenter la fréquentation de ces zones humides aussi en développant des parcours touristiques, de loisirs, d'activités, ça va augmenter les risques de contact avec des vecteurs pathogènes éventuels, mais c'est un risque à prendre en compte et à voir comment est-ce qu'on en tient compte dans le développement de cette activité. Mais c'est plus du coup dans cette partie, c'est la suite quoi. C'est la suite, ouais, c'est ça. Et l'autre question que je me posais, alors déjà il y a peut-être quelque chose que j'ai pas bien compris, je suis désolée. Mais comme je connaissais pas du tout le sujet, enfin voilà, vous cherchez à savoir du coup si le jonc diffus pose problème, mais parce que derrière il y a l'idée que il ne faut pas que le jonc diffus se développe. En fait, la problématique est formulée de cette façon par certains agriculteurs et agricultrices, c'est qu'il y a trop de jonc diffus dans certaines parcelles, et comme le jonc diffus n'est pas mangé par les animaux, ça diminue la rentabilité des parcelles. Voilà. Et est-ce qu'à côté de ça, ça n'a pas du coup un autre facteur écologique qui est intéressant en termes de biodiversité, parce que c'était aussi l'objectif des... Si, complètement. Après, le jonc, il est souvent vu, même d'un point de vue par les naturalistes, c'est une plante qui est souvent inféodée à des milieux qui sont modifiés et qui ont été et donc il est souvent associé à une faible diversité végétale. Donc, mais c'est ce qu'on va voir nous avec justement l'étude de Chloé qui va commencer, c'est de voir quelles sont les espèces qui sont associées au jonc diffus dans les parcelles. En fait, il y a des parcelles où il est vraiment dominant, et d'autres parcelles où il est présent, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi plein d'autres espèces qui apportent du coup plein d'habitats pour d'autres espèces. Ouais.
Donc c'est encore une fois, c'est jongler avec, il est présent, quand il est un petit peu présent, il ne pose pas trop de problèmes. Quand il est beaucoup présent, il limite la présence d'autres espèces végétales qui, elles, sont moins compétitrices dans certains contextes. Donc savoir quels sont les contextes qui favorisent le jonc et qui défavorisent d'autres espèces qui pourraient être plus intéressantes d'un point de vue biodiversité. Et voilà, donc c'est un peu l'enjeu. Et si je peux encore, j'ai une dernière question, je suis désolée. Du coup, ce que j'imaginais, c'est qu'à la fin en fait, du projet, vous aurez beaucoup de données, avec la possibilité de modéliser aussi le comportement du jonc, justement, à quel moment il joue sur la biodiversité, à quel moment il reste dans une sorte d'équilibre qui permet, et puis c'est peut-être associé aux pratiques à côté. Ouais. Est-ce que du coup ça va vous permettre de faire des indicateurs derrière à partir de ça, ou qui permettent de suivre, ou derrière de suivre des pratiques, ou de donner peut-être aussi des seuils ou des niveaux à respecter pour les... Alors, oui, la finalité ultime, ça pourrait être ça. Après, on sait que là, dans le cadre de ce projet-là, on n'aura pas assez de données pour avoir vraiment la diversité des situations qui permettront justement de définir ces seuils de variation de niveau d'eau et pratiques associées qui vont permettre plus ou moins la prolifération du jonc. Donc ça, on sait qu'on n'aura pas le panel suffisant et le nombre de parcelles suffisant pour avoir statistiquement quelque chose vraiment d'éprouvé, pour avoir des modèles qui vont pouvoir prédire que telle pratique avec tel régime hydrique va entraîner la prolifération du jonc. Mais l'idée, elle est plus de... Donc, oui, essayer de construire ce modèle-là, mais parler d'indicateurs, c'est peut-être ça, c'est de se dire quand est-ce que ça pose problème et pourquoi et pour qui ça pose problème. Ça va dépendre vraiment des contextes locaux, et en fait, dans des contextes, on va dire, écologiques quasiment équivalents, pour quelqu'un ça va poser problème et pour une autre personne ça va pas poser problème, parce que les pratiques vont pas être les mêmes et la perception du milieu va pas être la même. Donc il y a l'aspect indicateur qui est un peu universel, mais aussi l'aspect individuel qui lui est très particulier. Okay. Merci. Oui. C'est une question plus sur la partie ethnologique. Oui. Dans les entretiens que vous avez donnés, oui, que vous avez peut-être encore lu, je ne sais pas, quelle est la proportion, si c'est possible de définir, d'agriculteurs favorables par rapport à ceux qui ne se connaissent pas par ces opérations? Est-ce que les réponses sont complètement opposées? Alors, on a rencontré que des gens qui étaient volontaires. On a rencontré que des gens qui étaient d'accord pour nous rencontrer, sachant qu'on menait une étude sur le jonc diffus. On n'était pas là pour juger de leurs pratiques, on n'était pas là pour savoir s'ils étaient sensibles ou pas à la biodiversité, mais donc on a pu avoir leur contact grâce à des réseaux qui sont plutôt naturalistes et conservation de la biodiversité, donc des personnes qui ont quand même une petite sensibilité à ça. C'est pour ça que je le dis à la fin du volet de l'historique, on sait qu'on a un biais dans la représentativité des pratiques sur le bassin de la biomédiane. On n'a pas du tout l'ensemble de la diversité des pratiques existantes, parce qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas le rencontrer parce qu'on n'avait pas leur contact. Là, on va voir ce qui est possible de faire dans le volet écologique, mais on va continuer à faire des entretiens pour mieux comprendre les pratiques qui sont menées sur des prairies humides. Et on va essayer de sortir un peu de ce réseau-là pour aller voir des parcelles voisines de ceux qu'on connaît, pour voir s'il n'y a pas des pratiques différentes et des perceptions différentes liées aux joncs diffus et aux prairies humides. Oui, parce que c'est quand même important d'avoir le discours des opposés, des opposants. Alors, oui, en fait, après, on ne se pose pas on n'est pas dans l'opposition. On ne dit pas qu'il faut faire comme ci ou qu'il faut faire comme ça. Après, il y a des gens que ça n'intéresse pas, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils ne veulent pas nous rencontrer. Souvent, c'est parce qu'on les sollicite déjà beaucoup et qu'ils ont autre chose à faire que de répondre à des questions pour des gens qui vont regarder des discours dans leur prairie. Mais on a parfois la chance, avec la casquette recherche, c'est qu'on est moins connoté écolo, on va dire, et donc du coup on rentre moins facilement dans justement cette opposition dont on parlait.
En moyenne, les agriculteurs, enfin les éleveurs interviewés, ils avaient combien de becs? Je ne peux pas vous dire. Ils avaient des profils assez différents. Ça dépend si les vaches. Il y avait un peu de tout en fait. Il y avait des éleveurs bovins, des éleveurs bovins, des éleveurs qui avaient bovins, ovins, équins, asins. Donc il y avait un peu de tout. Franchement, je ne peux pas vous dire. Ça peut aller de une trentaine de vaches jusqu'à 200 vaches. Sur le volet, le dernier volet plutôt politique, je pense comment on l'appelait. Du coup, il y aura aussi un stage, non. Il y a des choses à faire. Non, alors ça du coup on s'est dit qu'on n'allait pas mettre un stage, ou alors il aurait fallu mettre en parallèle les deux autres volets, donc ça fait un stage sur 2 ans, enfin c'était un peu compliqué. Là on s'est dit que ça allait justement plutôt les différents partenaires et les chercheurs impliqués dans le projet qui allaient ensuite méta-analyser un petit peu tous les entretiens, tous les mentions de telle ou telle association, de tel ou tel réseau, etc. pour essayer de dresser un petit peu la cartographie des différents acteurs. Donc ça, ce sera encore après. Un petit peu un bilan de comment est-ce qu'il y a un tissu qui s'est construit autour des agriculteurs et des agricultrices et des féminines notamment. Et est-ce que la densité de pâturage ainsi que le poids des animaux a une influence sur le développement du jonc diffus? Bien sûr, oui. Dans les premiers paramètres qui sont susceptibles, je pense que ça a clairement une influence sur la prolifération du jonc, c'est le classement du sol et l'apport de matière organique. Donc en fait, plus il y a d'animaux qui vont être... et c'est tout le jeu de jouer sur concentrer les animaux sur un temps court, mais avec une concentration forte. Donc c'est les charges instantanées qui vont être très élevées et qui ne vont pas durer très longtemps. Donc c'est ça l'enjeu, c'est de comprendre justement cette histoire de seuil. Est-ce qu'il va y avoir justement un nombre de kilos maximum par jour à ne pas dépasser pour éviter un tassement trop important. Et puis pour l'apport en matière organique, du coup ça va être aussi lié aux excréments des animaux qui sont concentrés, du coup ça va faire un gros apport au même endroit, donc c'est aussi ça qui peut jouer. Tout à fait. Oui, est-ce que le jonc diffus a toujours existé en termes de... Oui, alors c'est vrai que je ne suis pas revenue là-dessus, mais historiquement ils avaient un usage. On les utilisait en vannerie notamment et en litière, donc ils étaient récoltés pour faire de la litière dans les étables pour les animaux. Et ça, c'est des usages qui ont disparu et qui font que le jonc maintenant est vu comme une plante inutile et qui est mal vue, alors qu'avant elle avait un usage. Oui. Pourquoi on a arrêté d'utiliser comme litière? Je pense que c'est une seule densité vraiment utilise la feuille. Voilà, c'est ça. C'est que maintenant on utilise la paille souvent comme litière, qui elle est produite justement avec des gros engins qui peuvent passer sur des sols qui sont plus importants où les tracteurs passent et ne vont pas s'enfoncer. Les joncs ils sont sur des prairies qui sont humides, qui ne sont pas toujours très denses, donc en plus on n'en ramasse pas beaucoup à la fois. Et donc c'est moins rentable en termes de temps passé et d'utilisation des machines agricoles sur des terres qui ne sont pas tout à fait adaptées à la mécanisation. Et du coup, il y a des questions. On a eu le nom des 2 étudiants de M2. Est-ce qu'il est possible de connaître d'où elles venaient, sur quel M2 elles étaient? Oui, alors Solène Brio, elle est anthropologue et venait du master du muséum, qui a changé de nom récemment, mais je crois que c'est diversité culturelle, diversité biologique. Et Chloé Bonhomme, qui est juste là, qui va pouvoir vous le dire. Du coup, j'ai un master à Orléans
de biologie et d'écologie, mais il est beaucoup plus biologie laboratoire. C'est juste par rapport au relevé botanique. Ah oui. Il faut se former par soi-même. Voilà, ça fait appel aussi aux compétences et aux intérêts personnels d'étudiants qui sont naturalistes et qui aiment bien aller vers le but à chaque fois. D'autres questions? Moi, je vais revenir aux gens du fond. Est-ce que moi, ce qui est envisageable d'utiliser quelque chose, je ne sais pas, un tank isolant, quelque chose, Oui, est-ce qu'il y a des filières à développer peut-être. C'est vrai que ça n'a jamais été vraiment envisagé. Après, il y a des personnes qui continuent de le ramasser, d'utiliser en litière, ou alors ils font exprès de faire du foin avec pour habituer leurs bêtes quand elles sont à l'étable de manger du jonc déjà dans le foin, et donc du coup après quand elles le trouvent dans les parcelles, voilà. Après une filière spécifique au jonc pour, je sais pas, par contre en Chine, ils font du développement, ils vont du jonc génétiquement modifié pour avoir des usages en artisanat, pour avoir du jonc qui se tient bien en artisanat, en pain de vie notamment, etc. Donc c'est quelque chose de très culturel, de très dynamique. C'est évolué. Une question? Merci. Merci d'être venu. La prochaine conférence.